Bonjour les amis, merci d'être avec nous une fois de plus sur votre chaîne préférée Afrique Science qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie et mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de vous présenter un profil très intéressant. Il est originaire du Cameroun. Lui, c'est Monsieur Ulrich Emabo. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre énormément de choses, les amis. Bonjour, monsieur Emabou. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innocence. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça en quelques mots pour celles de ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous? Bonjour Patrick, déjà encore tous mes remerciements pour l'invitation. C'est un plaisir de partager sur la chaîne voilà, InnovTalk, InnovScience, donc, pour un InnovTalk. Voilà. Donc pour moi, je m'appelle Ulrich Emabou, tu l'as assez bien dit, originaire du Cameroun. J'ai fait mes études polytechniques, principalement à l'université de Douala. Bon, on va dire de manière beaucoup plus spécifique, j'ai fait l'école polytechnique de Douala, où j'ai appris la robotique et l'intelligence artificielle. Suite à ça, je me suis tourné du côté de la France. Donc, il y a de cela quelques années où je poursuis une carrière dans le domaine de l'automobile. Donc, Ulrich Emabo, c'est un ingénieur qui travaille dans l'industrie automobile aujourd'hui, donc dans le domaine de l'automatique, le domaine précisément, en tout cas, des véhicules électriques. Donc, D'accord. voilà un peu pour moi, pour brosser un peu. Oui, On aura le temps d'entrer un peu plus en profondeur, j'imagine. avec plaisir. Merci beaucoup pour votre présentation. Actuellement, vous travaillez chez Expleo Group. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail actuel, oui, chez Expleo Group et comment il contribue à améliorer les voitures de Renault? D'accord, ok. Merci bien en tout cas pour le parallèle direct, ce qui m'évite Oui. de devoir peut-être faire le lien. En fait, chez Expleo, Expleo, c'est une entreprise de conseil en France. Les entreprises de conseil ont pour clients des grands groupes industriels. Donc, il y a deux manières, en tout cas, de rejoindre les grandes multinationales. Soit vous pouvez être un consultant, soit vous êtes employé direct dans ces entreprises-là. Donc, il y a de cela quelques temps, pour rejoindre l'entreprise automobile qu'est Renault, j'ai eu à multiplier des demandes. Et au sein d'Esplio, m'a été offert la possibilité justement de travailler sur les voitures électriques de Renault. Donc, juste après une expérience précédente dans l'automobile, toujours pour eux, dont j'ai nourri en fait la volonté de continuer. Et lorsque Explio m'a proposé cette opportunité-là de travailler pour leur client qui est Renault, dans le domaine spécifique des véhicules électriques, sachant le- toutes les opportunités que l'électricité en fait dans les véhicules apporte. On aura le temps d'en parler. Voilà, donc j'ai accepté de rejoindre la vision pour travailler tout simplement en fait dans le domaine la charge en fait de ces véhicules-là. Parce que vous savez, les véhicules électriques aujourd'hui, c'est beaucoup plus, il y a un problème. Il y a un problème en général. Et qui dit problème dit opportunité. Le problème, c'est charger les véhicules. Vous savez, aujourd'hui en Europe, on est toujours à installer des bornes et la nécessité en fait d'avoir des ingénieurs qui travaillent dans le développement de ces technologies de chargement. Donc, ce sont des technologies IoT faire en sorte que voilà, nos compétences sont requises, quoi. Donc voilà simplement en quelques mots ce que j'exerce là-bas. Je suis un ingénieur qui travaille dans le domaine de la charge des véhicules électriques. D'accord, très intéressant. Et qu'est-ce que vous faites exactement pour rendre les voitures hybrides plus performantes et éco-responsables? Quelles sont D'ac- vos tâches Mhm. plus précisément? Oui, dans le domaine des véhicules électriques, il y a effectivement plusieurs choses qui sont faites. Moi, je travaille dans le domaine de la conception embarquée. Donc, notre tâche à nous, c'est en fonction voilà, des besoins des clients, en fonction des requêtes qui remontent, en fonction des pannes qui sont constatées. Vous savez, c'est pas une nouvelle technologie parce qu'en fait, ça a été la toute première qui a été juste dévancée par les technologies en fait de moteurs thermiques.
Donc, avant, on avait déjà des moteurs électriques qui équipaient les véhicules, mais c'était super coûteux. C'était pas, la technologie n'était pas développée. Pendant assez longtemps, on a d'abord pris le moteur thermique pour commencer avec, mais très récemment encore, ces dernières années, durant les années 2000, donc, on va dire même vers la fin des années 1900, donc, et jusqu'à présent, le moteur électrique a refait son apparition. Donc, et du coup, aujourd'hui, il y a toujours des challenges comme à l'époque, mais grâce à des inventions, grâce à des innovations qui sont parvenues vers la fin des années 1900, donc on parvient aujourd'hui en fait à avoir des moteurs électriques dans des voitures qui font pratiquement les mêmes résultats que les moteurs thermiques. Et nous, on travaille spécialement, puisqu'on parle vraiment de l'IoT, on parle vraiment de l'IoT, on parle voilà, la communication entre voilà, une borne qui est intelligente voilà, et un véhicule qui est lui aussi intelligent. Donc, il y a des protocoles et sans vouloir rentrer trop dans les détails, donc c'est la communication entre ces deux outils intelligents-là donc, qu'il faut en quelque sorte programmer. Donc, il faut programmer comment est-ce que cette communication doit se faire pour que le véhicule charge rapidement et pour que vous puissiez en fait rapidement voilà, vous remettre sur le circuit pour arriver à votre destination. Donc, voilà un petit peu, on fait dans la programmation. Moi spécialement, c'est dans la conception embarquée. Donc, le code que je développe est par la suite embarqué. Et voilà, c'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. C'est un travail qui passe, il y a plusieurs paliers. Donc, et moi, je ne suis qu'une partie de la chaîne. Donc, et justement, en tant qu'étudiant africain, voilà, en tant qu'Africain, tu t'intéresses un peu à tout, mais en réalité, tu n'as qu'une infime partie dans dans tout le gros travail qu'il y a à faire. Donc, j'ai la chance d'intervenir et de voir mon code en fait qui fonctionne dans les véhicules et qui permet justement que ces véhicules-là soient chargés. Justement, en parlant de programmation, vous avez conçu un algorithme pour améliorer la conduite des voitures chez ENSTA Paris. Mhm. Pouvez-vous nous expliquer comment cela rend les voitures plus sûres? Quelle est la particularité de cet algorithme que vous avez conçu? Est-ce que avant il n'y avait pas déjà un algorithme pareil qui existait? Tout à fait. Bonne question. C'est vrai que là, c'est un peu le domaine des véhicules autonomes. Vous savez, voilà, il y a les véhicules connectés. Bon, trois champs très importants. Il y a les véhicules connectés, donc l'IoT en général. Il y a les véhicules autonomes. Voilà. Donc, il y a aussi les véhicules électriques. Donc, comme on le sait très bien, donc, ces trois champs, en fait, qui actuellement brassent beaucoup d'emplois dans le domaine de l'automobile aujourd'hui. Dans cette expérience à Insta Paris, c'était plus les véhicules autonomes. Donc, on va dire les véhicules assistés. Donc, c'est pas tout le temps, c'est-à-dire que le véhicule doit conduire seul, non. C'est des assistances pour véhicules aussi que vous devez installer. Donc, on parle aussi d'autonomie à ce niveau-là, mais une autonomie de niveau 1, 2 ou 3. Donc, voilà. Mais comme vous savez, il y a 5 niveaux d'autonomie au total dans un véhicule. Et ce que j'ai développé, en fait, c'est principalement dans les autonomies, lorsqu'on est au niveau de l'autonomie de niveau 2 et 3. Donc, c'est-à-dire qu'on veut pas que le véhicule soit totalement autonome, on veut être assisté. On veut prendre des voies, on veut en fait spécialement être capable voilà, de laisser en fait le véhicule faire automatiquement certaines tâches à notre place. Changement de voie automatique, freinage, voilà, il y a des fonctions basiques en fait. Donc, ce que j'ai développé en fait, c'était une technologie en anglais, on va parler de virtual sensing. Donc, on veut mesurer de manière virtuelle avec un algorithme donc, qui remplace un capteur voilà, l'angle de dérive. L'angle de dérive, en fait, spécialement, c'est un indicateur qui permet de savoir si votre véhicule, lorsque vous le roulez à grande vitesse, voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un minimum de stabilité pour pouvoir, par exemple, prendre à gauche ou à droite. Lorsque l'angle de dérive il est très important, vous perdez le contrôle de votre véhicule et vous pouvez en fait très facilement faire un accident à chaque fois, à tout mouvement brusque. Donc, c'est quelque chose qui est pas en votre, c'est pas quelque chose que vous gérez vous-même. Le véhicule aujourd'hui, de plus en plus, devient un ordinateur sur des roues. Donc, c'est une donnée qui est très importante, sauf que le capteur qui était utilisé pour
mesurer cette donnée-là et faire la régulation nécessaire pour que vous soyez stable dans le véhicule. Ce capteur coûtait très cher. Il coûtait pratiquement le prix de... Il coûtait à lui seul, par exemple, le prix de 3 voitures aujourd'hui. Il était très cher. Mhm. Et c'est dans le domaine, en tout cas, des véhicules de course qu'il est très nécessaire, en fait, de l'avoir. Donc, dans la majorité des voitures aujourd'hui, il y a plusieurs technologies justement qui permettent de contourner la nécessité de ce capteur-là. Et ce que nous avons développé, je n'étais pas seul, on était une équipe. Ce que nous avons développé ensemble, c'était une approche innovante donc, qui permettait de pouvoir mesurer cela de manière précise. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des technologies de virtual sensing qui existent aujourd'hui qui permettent de mesurer cet angle-là, mais la précision, en tout cas, c'est ce qui démarque un algorithme d'un autre. Donc, Mhm. j'ai eu la chance d'utiliser mes connaissances en intelligence artificielle pour participer, donc, à mon niveau, donc, au développement de cet algorithme-là. Donc, qui a été soutenu par toute mon équipe, naturellement. Et justement, et ça permet de réduire vraiment le coût, puisque au lieu des capteurs, vous utilisez des algorithmes que vous intégrez Exactement. certainement dans le système de la Dans le voiture. calcul, dans le calculateur du véhicule, effectivement. Effectivement. Peut-être dans l'avenir, les voitures de course ne vont plus utiliser ces capteurs-là, ils vont utiliser d'autres algorithmes pour peut-être les vôtres. Bien Ça, le ça, coup. ça s'utilise déjà. Nous avons des tests, nous avons des algorithmes, comme j'ai dit, qui existent déjà, effectivement. Mhm. Mais la précision, en tout cas, notre algorithme en particulier, a été prévu, pas spécialement, donc pour être directement testé, non. En fait, c'est toute une roadmap. Donc, c'est-à-dire qu'il est un sous-algorithme d'un algorithme de contrôle de véhicule, donc qui justement intervient, comme je vous ai expliqué un peu les notions d'autonomie. Donc, la recherche que j'ai faite et l'invention que j'ai développée va complémenter avec un autre algorithme qui sert plutôt au contrôle de la voiture. Donc, en soi, ma recherche peut être utilisée par un autre fabricant automobile, par exemple, hors Renault. Voilà. Mais comme ça a été utilisé, mais dans le contexte où ça a été utilisé pour Renault, il y a un algorithme de contrôle très bientôt voilà, qui sera démocratisé par l'auteur lui-même, puisque voilà, cette recherche que j'ai faite, en fait, c'était justement pour contribuer à une grande recherche qui est effectuée par un de mes aînés, justement, à Renault. Donc, et lorsqu'il aura intégré cet algorithme-là, ce sera vraiment, en fait, une grosse invention qu'on aura l'opportunité de tester en Suède très bientôt. Donc, sur la Renault Austral, donc un des tout nouveaux véhicules de Renault. Donc, Super. Vraiment, très intéressant de savoir qu'un Camerounais fait partie vraiment de quelque chose qui va révolutionner l'automobile. tout à Vraiment, fait. beaucoup de courage à vous. Et Merci. bien que vous allez contribuer à l'avancement de la technologie au niveau de l'automobile et tout, il faudrait que vous ayez la reconnaissance qui tient à votre travail. C'est aussi ça qui fait plaisir. Tout à fait. Justement, vous n'êtes pas juste dans l'automobile, mais aussi dans les drones. Pendant votre stage aux États-Unis, vous avez travaillé sur des drones pour prendre des photos. Comment cela peut-il être utile en Afrique? Mhm. D'accord. Parlant du domaine des drones en Afrique, il y a beaucoup de choses à citer. Vous savez, j'aime cette définition des drones qu'on donne, c'est-à-dire l'œil polyvalent dans le ciel. Donc, il a plusieurs sous-fonctions. Une fois que vous avez déployé un drone dans le ciel, avec une caméra et les capteurs nécessaires à votre application, il fait en fait aujourd'hui le travail que plus de 2000 hommes peuvent faire, par exemple. Donc, en fonction de la technologie de drone que vous avez, il peut faire le travail de 10 000, de 1000, 2000, 3000 hommes, donc seul. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui automatise beaucoup. Il automatise énormément. Donc, l'inspection en milieu agricole, ce que vous pouvez faire lorsque vous avez, à l'époque, lorsque les drones s'utilisaient, lorsque l'agriculture était totalement faite manuellement, donc ça veut dire avec les moyens de bord, avec nos yeux, voilà. Vous avez un agriculteur, voilà, quelqu'un du pays. Je sais dans quel village, par exemple, à l'ouest, Bafang, donc Baganté. Voilà, un villageois qui est dans son exploitation va regarder avec les yeux 1 hectare. Donc, il va se balader, ça va lui prendre un certain nombre de temps. Il va compter, par exemple, les plants qu'il a
qu'il a semé il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques semaines plutôt, je vais dire ça comme ça. Après une pluie, il veut savoir en fait quelle est la quantité de ces plants qui ont survécu. Il va le faire manuellement. Donc, il va regarder, ça va lui prendre beaucoup de temps. Et c'est pas, ça, à la fin, en fait, ce ne sera pas peut-être très précis. Aujourd'hui, pour commencer déjà à la base, lorsque vous utilisez un drone, ce n'est plus 1 hectare, c'est peut-être 3 000 hectares que vous pouvez observer, donc très rapidement, et utiliser en fait justement la technologie, prendre avantage de la technologie pour compter beaucoup plus rapidement. Donc, on parle en fait de investment monitoring. Donc, je suis à l'étranger. Je ne suis pas forcément, donc celui qui compte n'est pas forcément le propriétaire de la parcelle. 3 000 hectares, ça peut être par exemple vous qui avez votre exploitation au Cameroun. 3 000 hectares, en fait, avec un drone, en 25 minutes, vous avez en fait, vous avez en fait les dégâts. Donc, vous pouvez monitorer exactement votre investissement, savoir qu'est-ce qui s'est passé après une saison très pluvieuse, une saison très ensoleillée. Quels sont les dégâts, en fait, en termes de quels plans ont pu survivre. Donc, ça, c'est déjà en termes de suivi. Mais avant ça, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'utilité des drones, c'est surtout dans la prévention. C'est-à-dire avant qu'il y ait des dommages qui sont causés, les drones avec des technologies multispectrales, domaine dans lequel nous nous spécialisons avec mon équipe au Cameroun, donc MA64. Donc, nous travaillons dans le domaine de l'imagerie multispectrale, donc, afin de pouvoir prévenir de la sécheresse qui se matérialise par voilà, des niveaux d'eau très bas, donc des besoins d'irrigation, des besoins, par exemple, d'engrais, parfois sur des terrains. Donc, vous avez en fait un nombre d'analyses que, je vais dire quoi, la connaissance même du propriétaire du terrain ne peut pas vous ne pouvez pas rentabiliser sans utiliser les drones aujourd'hui. C'est ce que les Nigérians ont compris aujourd'hui. Et ils utilisent énormément les drones donc pour prévenir. Et avant même de prévenir, en fait, même pour aménager le terrain, les drones interviennent. Donc ça intervient en fait à tous les niveaux. En fait. Ça intervient aujourd'hui à tous les niveaux. S'il faut juste être un bon exploitant, il faut juste connaître les technologies qui sont appropriées en fonction de son budget. Waouh, très intéressant, tout ce que les drones peuvent faire. Mhm. Euh, et vous avez créé un autopilote pour suivre les gens avec une caméra. Donc, Mhm. vous n'êtes pas seulement dans l'automobile, vous n'êtes pas uniquement dans les drones également, mais aussi dans la conception des caméras. Comment cela pourrait-il être utilisé pour aider les gens en Afrique? Hmm. Ah, d'accord. Les systèmes, oui, c'est pas vraiment une caméra que j'ai développée, c'est des systèmes de prise d'image, on va dire ça comme ça. Dans un autopilote, voilà. Oui, un autopilote, oui, peut être utilisé par exemple dans un véhicule. Concrètement, ce dont j'ai parlé, le grand algorithme dont j'ai parlé, dans lequel ce que j'ai conçu dans ces briquets, parce que c'est plusieurs briques technologiques en fait qui sont mises ensemble pour pouvoir créer un autopilote. Donc, ce dont j'ai parlé plus haut pendant le domaine de l'automobile, voilà, qui est créé voilà, par mon supérieur direct, c'est ce qu'on peut qualifier d'autopilote en fait. Ça, c'est dans le domaine de l'automobile. Hein. Maintenant, dans le domaine des drones, j'ai travaillé, j'étais très passionné par les autopilotes. Pourquoi? Parce qu'ayant suivi une formation de robotique, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est autonomisation des systèmes, c'est-à-dire rendre un système autonome, lui donner les moyens de raisonner par lui-même, de prendre des décisions lui-même, de remplacer sur certaines tâches en fait d'être humain sans avoir besoin d'être tout le temps commandé. Donc, je m'intéressais beaucoup à DJI, l'entreprise DJI et l'industrie des drones en général. Oui. Et pour marquer en tout cas mon passage dans ce domaine-là, j'ai voulu réaliser un démonstrateur de technologie. Ce qu'on appelle un démonstrateur de technologie, ce n'est pas forcément une technologie qui est directement utile, mais c'est une Mhm. technologie en fait qui requiert des connaissances ou des compétences voilà, que vous allez valoriser par la suite en disant si j'ai pu réaliser cette fonction, si j'ai pu réaliser cet autopilote, c'est-à-dire que j'ai passé un certain nombre d'étapes qui peuvent être utiles pour développer un produit. Donc, un démonstrateur de technologie, c'est quelque chose que vous faites comme une sorte de marketing.
Donc, comme une sorte c'est vraiment comme son nom l'indique, un démonstrateur. Je vous montre de quoi je suis capable. Donc, le démonstrateur de technologie que nous avons réalisé, c'était véritablement avec mon équipe pour montrer de quoi est-ce que nous étions capables dans le domaine des drones, que nous pouvions concevoir un autopilote, peut-être pas très haut de gamme, mais du moins voilà, qui soit typiquement exploitable donc pour montrer en fait de quoi est-ce que à un client par exemple qui veut concevoir des drones, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, la nécessité des drones s'est faite, en tout cas la communauté la communauté anglophone surtout, hein, elle est très sensibilisée par rapport à ça. Donc, lorsqu'on nous devions nous présenter devant un client, nous devions avoir quelque chose entre les mains pour solliciter en fait un marché. Donc, le démonstrateur a été créé pour ça. Maintenant, de savoir quelles sont ses applications directes comme ça, le Mhm. démonstrateur. Oui, il a aussi des applications directes, mais ce que nous avions développé, tel que fait, c'était pas vraiment pensé pour aider. Maintenant, la technologie dont il était question, c'est ce qu'on appelle dans le domaine du drone le Watch Me, Follow Me. Le Watch Mhm. Me, Follow Me. L'autopilote, en fait, c'est ce qu'il fait. Watch Me, ça veut dire il vous regarde et il vous suit. Lorsqu'il vous regarde, il vous suit concrètement, c'est concrètement, de façon plus concrète, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes en train d'effectuer, par exemple, une activité sportive, vous vous faites suivre par le drone plutôt que de vous faire suivre par un ami. Voilà, vous êtes seul, donc vous êtes touriste dans une ville, vous explorez en fait voilà, une montagne, par exemple, vous êtes en train d'effectuer une activité sportive, par exemple, sur une montagne, vous pouvez vous filmer. Vous êtes à vélo, vous pouvez vous filmer pendant que vous êtes en train d'effectuer une activité sportive. Donc, dans une ville, donc, avec le vélo, vous voyez, ça peut prendre en fait un plus large environnement, ça peut enrichir en fait des choses. Donc, il y a beaucoup, si vous regardez sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui se livrent à ça. Donc, ils se font suivre par des drones pendant les activités sportives, le ski, donc, principalement lorsqu'ils explorent de nouveaux terrains. C'est très utile dans le monde de la cinématographie. L'industrie du cinéma, c'est une vraie machine de guerre et des algorithmes comme celui-là développés sur des drones aident à ce niveau. Maintenant, le Watch Me, Follow Me aide aussi dans le domaine, c'est aussi très utile dans un contexte de marketing automobile. J'en ai parlé dans une vidéo. Donc, lorsqu'on crée des nouveaux véhicules, vous voyez que c'est un peu lié, hein, les deux domaines. Donc, Effectivement. lorsqu'on crée un nouveau véhicule, il y a les technologies qu'on appelle les drones FPV, des drones super rapides. Donc, une fois que vous les avez donné une cible, c'est-à-dire que la cible c'est un véhicule, la cible c'est un être humain, mais dans le marketing automobile, la cible c'est le véhicule. Lorsque vous lui avez montré le véhicule accélère et le drone accélère aussi. Donc, ça veut dire que le drone, lui, il s'adapte puisqu'il est dans les airs et le véhicule est au sol. Donc, il est beaucoup plus, voilà, il peut parcourir il peut aller beaucoup plus vite. Donc, du coup, lui, il se charge en tout cas de suivre le véhicule pendant que le véhicule accélère et il peut tourner en orbite autour de ce véhicule-là. Et à la fin, vous avez des images exceptionnelles qui vous sont Wow. proposées. Vous avez envie d'acheter la voiture, mais en réalité, l'envie ne vient pas de vous. L'envie, en fait, a été Et fabriquée, le tout drone. simplement, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris voilà, cette image-là. Il n'a pas piloté de lui-même, justement. C'est là que je parle d'autopilote, parce que l'autopilote, justement, s'est chargé de suivre le véhicule, d'éviter les obstacles qui sont sur le chemin. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est programmé dans le drone. Watch me, Donc, follow me. oui, c'est exactement ça. Donc, j'ai été depuis le Cameroun, je n'avais pas de drone, je n'avais aucun équipement électronique, mais je voyais des publicités donc, où le Watch Me Follow Me était utilisé. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas créer un tel algorithme pour pouvoir voilà, montrer de quoi est-ce que je suis capable dans le domaine des drones. Donc, beaucoup de camarades ne croyaient pas ça possible, mais le jour, lorsque je l'ai fait, forcément, ça donne un peu plus de crédibilité. Donc, Effectivement. et pour moi aussi, justement, qui suis dans un élan d'impliquer ma communauté dans la robotique, ça a inspiré pas mal de jeunes et j'en étais très content. Donc, mais de base, ce n'était pas fait pour rivaliser avec ce qui est Non, fait non. industriellement parlant. C'était juste pour montrer que c'est possible. Il faut juste se donner les Il faut moyens de juste pouvoir. l'essayer. Ça fait toujours plaisir de pouvoir voir les fruits de son travail. Tout à fait, Ça tout à vous fait. encourage aussi à apprendre encore davantage et à Effectivement, vous perfectionner. Vraiment, mhm. c'est très encourageant de savoir que vous motivez nos petits frères, nos petites sœurs qui sont au pays, en Afrique même en général, dans le Oui, domaine de la robotique, parce que ça fait partie aussi de l'avenir, de la technologie.
Vraiment, Effectivement. nous arrivons presque au thème de notre entretien. Vous avez suivi un cours en robotique. Comment ces compétences pourraient-elles aider à résoudre des problèmes en Afrique? D'accord. Oui, en fait, la formation que j'ai suivie dans le domaine de la robotique. J'étais au Cameroun Mhm, et c'était une formation en ligne, un MOOC, comme on les appelle très souvent aujourd'hui. Les MOOC, ce sont comme des salles de classe, donc des salles de classe, des formations virtuelles, donc qui vous sont enseignées, par exemple, avec la venue de YouTube. Il y mhm, en a qui ont décidé de créer des playlists et des playlists où ils transforment en fait leurs enseignements voilà, en des tutoriels YouTube. Mais en fait, c'est toujours dans la logique classe, c'est toujours dans la logique école. Donc, c'est pourquoi on parle de MOOC et non pas, par exemple, de DIY, parce que vous savez, DIY, c'est do it yourself dans les vidéos où je vous apprends à faire un robot. Mais non, c'était dans une logique de MOOC. Donc, vous voyez, des compétences techniques concrètes vous sont transmises et non pas, en fait, et non pas que j'ai un projet et je vous enseigne comment le faire. Donc, c'était vraiment des connaissances dans le domaine de la robotique en général, l'automatique, bon, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il y avait beaucoup d'automatique, beaucoup de vision par ordinateur. Il y avait également des technologies, des enseignements beaucoup plus dans le cadre polytechnique. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons ensuite été invités à faire un examen en ligne, donc écrit et oral, donc, auquel je soumets aussi ma communauté, dont je leur partage l'information, puisque c'est ce concours-là, c'est cet examen-là qui m'a permis d'avoir la bourse. Donc, pour l'Université de Strasbourg, j'ai commencé mes études, voilà, où j'ai continué mes études juste après dans ma formation au Cameroun. Donc, wow, c'était une formation très rémunérante. Donc, et mhm, c'est pourquoi d'ailleurs nous l'avons fait. Un volume de cours énorme, voilà, c'était, bon, en fait, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'était pratiquement 5 compétences au total. Donc, avait en moyenne 5 compétences. Donc, et ces 5 compétences, elles ont été enseignées pratiquement en moyenne 5 vidéos. Et chaque vidéo, en fait, était au moins minimum 1h45. Donc, vous voyez, mhm, aujourd'hui, lorsque la mode veut que lorsqu'on aille sur YouTube, on a une vidéo de 5 minutes qui nous explique quelque chose. Mais là, effectivement, c'était totalement une école, c'était une classe. Donc, ça a oui, été, ouais, ça a beaucoup, voilà, ça a été un énorme investissement sur mon avenir dans la robotique et je suis très content de l'avoir fait. oui. Donc, voilà, j'ai Ça été paye, ça tout à continue fait. de payer. Ça paye, Merci ça continue infiniment. effectivement de payer. Mhm. Merci infiniment, encore une fois de plus, Monsieur Rich et Mabou, d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous, votre parcours. Nous restons connectés. Ce qui est sûr, Mhm. c'est que nous allons organiser des lives ou enregistrer d'autres vidéos afin que vous puissiez nous parler encore un peu plus en détail de ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire, de ce que vous allez faire encore dans l'avenir, Tout à dans le fait. monde de la technologie, non Tout à seulement fait. pour le monde en général, mais pour l'Afrique en particulier. Merci encore une fois de plus. Merci, Mabou. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager. Merci. Merci les amis d'avoir accepté regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez cette vidéo parce qu'il y aura au moins une personne là-dehors qui pourrait être inspirée par l'histoire, par le parcours de Monsieur Erich Mabou. Merci infiniment et à la prochaine. Ciao. Très bientôt.